C'est la voleuse de la famille, a dit ma sœur à son avocat, assez fort pour que je l'entende. Elle l'a toujours été. Son mari a acquiescé. J'ai répondu calmement, perspective intéressante. J'ai envoyé un texto à mon gestionnaire de patrimoine, retirez immédiatement tout financement de Martin Technologies. Son téléphone a explosé de notifications. Je m'appelle Sophie Martin et j'ai 31 ans. Le couloir du palais de justice sentait le vieux bois et l'air recyclé. Ma sœur, Hélène, était assise à quelques mètres avec son avocat et son mari, Marc, lui chuchotant des encouragements. Elle ne savait pas que je pouvais entendre chaque mot. Le juge verra clair dans ses mensonges, a dit Hélène avec confiance. Nous avons des documents, des dépositions de témoins, tout. Marc a hoché la tête. Le témoignage de ta mère suffira à lui seul à sceller l'affaire. J'ai gardé les yeux sur mon téléphone, faisant défiler mes courriels comme si je n'avais aucun souci au monde, comme si je n'étais pas sur le point de perdre tout ce que j'avais construit, comme si toute ma famille n'essayait pas de me prendre 2,6 millions d'euros dans un procès qui m'avait déjà coûté 6 mois de sommeil. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Affaire Martin contre Martin, a appelé l'huissier. Hélène s'est levée la première, lissant sa robe de créateur. Elle avait toujours été belle, l'enfant prodige, l'entrepreneur à succès, celle que mes parents présentaient fièrement aux fêtes. J'ai suivi derrière dans mon simple tailleur pantalon noir d'il y a 3 ans, portant une mallette en cuir usé qui avait connu des jours meilleurs. Ma mère était déjà assise dans la galerie avec mon père, mon oncle Robert et ma tante Carmen. Une démonstration de solidarité familiale donc, contre moi. Le procès était simple sur le papier. Hélène prétendait que j'avais volé 2,6 millions d'euros de la succession de notre grand-mère après sa mort il y a 2 ans, que j'avais manipulé une femme âgée dans ces derniers mois, changé les accès au compte et détourné des fonds qui auraient dû être partagés équitablement entre tous les petits-enfants. La vérité était plus compliquée, mais j'avais appris quelque chose au fil des ans, la vérité n'a pas d'importance tant que vous n'avez pas le pouvoir de forcer les gens à écouter. J'ai grandi invisible dans la famille Martin. Pas mal aimé, exactement, juste négligé. Hélène avait 6 ans de plus, belle, charismatique, le centre d'attention naturel. Elle a obtenu son master en administration des affaires de HEC Paris, a lancé sa première entreprise à 26 ans et a rendu nos parents fiers d'une manière que je n'aurais jamais pu. J'étais la silencieuse, la livresque, celle qui préférait le codage au cocktail. Je suis allé à l'université publique avec des bourses d'études pendant qu'Hélène bénéficiait d'un fonds en fiducie pour son éducation dans une grande école. J'ai occupé 3 emplois pendant mes études universitaires tandis qu'elle travaillait dans des country clubs. Sophie n'est tout simplement pas aussi ambitieuse, expliquait ma mère aux proches. Certaines personnes sont faites pour travailler pour les autres. J'ai obtenu un diplôme en informatique et j'ai trouvé un emploi dans une entreprise technologique de taille moyenne. Salaire décent, avantages sociaux décents, rien d'impressionnant à discuter lors des dîners de famille. Hélène, pendant ce temps, a lancé sa deuxième start-up, Martin Technologies, une société de conseil en cybersécurité qui a décroché des contrats avec de petites entreprises dans tout le sud-ouest. Elle avait du succès, un vrai succès, et j'étais heureuse pour elle. Ce que je n'ai dit à personne, c'est ce que je faisais après la fin de mon travail de 9 à 5, les projets parallèles, les contrats en freelance, les propositions gouvernementales. J'avais passé 18 mois à développer des applications d'habilitation de sécurité, les nuits tardives à construire quelque chose qu'il ne comprendrait jamais même si j'essayais de l'expliquer. À 25 ans, j'avais ma propre entreprise de contrats gouvernementaux. Rien de tape à accent Graveleuil, rien dont les clients d'Hélène n'entendraient jamais parler. Juste du travail de cybersécurité spécialisé pour des agences gouvernementales dont on ne pouvait pas discuter au dîner. Les contrats étaient substantiels, 740 000 € la première année, 1,9 million la deuxième. La troisième année, j'avais dépassé les 4,1 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des marges bénéficiaires de 70%. Je conduisais la même Peugeot 208, vivais dans le même 2 pièces et portais les mêmes vêtements. Ma famille supposait que je travaillais toujours d'arrache-pied à mon poste en entreprise, gagnant probablement 69 000 € par an si j'avais de la chance. Je ne les ai jamais corrigés. Puis il y a eu ma grand-mère. Grand-mère Rose avait 91 ans lorsqu'elle a eu son premier accident vasculaire cérébral. Ma mère a organisé le planning familial. Hélène venait le mardi, je prenais le jeudi, faisant une rotation entre les petits-enfants et les arrière-petits-enfants comme un tableau de service d'entreprise. Mais j'ai commencé à venir aussi d'autres jours.
Les mercredis, les samedis, les dimanches matins avant que quiconque n'arrive. Pas parce que je devais le faire, mais parce que grand-mère Rose me parlait vraiment. Vraiment parlait. Tu es différente de ta sœur, a-t-elle dit un après-midi alors que je l'aidais avec ses exercices de physiothérapie. Hélène parle, toi, tu écoutes. Hélène a des choses plus intéressantes à dire. Hélène a plus besoin d'être entendue, a corrigé grand-mère. Toi, tu sais déjà qui tu es. Au cours de ces mois, je lui ai raconté des choses que je n'avais jamais dites à personne, sur mon entreprise, sur les contrats avec l'État, sur la vie que j'avais construite en silence pendant que ma famille regardait Hélène briller. Pourquoi ne leur dis-tu pas, a-t-elle demandé. Parce qu'au moment où je le ferai, tout changera. Ils voudront des choses, des conseils, de l'argent, des investissements, des opportunités. En ce moment, je suis juste Sophie, l'ennuyeuse, la sans histoire, celle à qui ils n'ont pas besoin de penser. Elle m'a serré la main. Parfois, la position la plus puissante est celle que personne ne regarde. 3 mois avant sa mort, grand-mère Rose a changé son testament. Je ne lui ai pas demandé. Je ne l'ai même pas su avant que son avocat ne m'appelle par la suite. Elle m'a laissé 2,6 millions d'euros, la quasi-totalité de sa succession. Hélène et les autres petits-enfants ont reçu 46 000 euros chacun. La lettre qu'elle a laissée était simple, Sophie a construit quelque chose de réel sans demander d'aide. Les autres ne savent que dépenser ce qu'ils n'ont pas gagné. Cet argent va à celle qui n'en a pas besoin parce qu'elle est la seule qui l'utilisera sagement. La famille a explosé. Les funérailles étaient à peine terminées qu'Hélène m'a coincé dans la cuisine de mes parents. Tu l'as manipulée, a-t-elle dit d'un ton sec. Tu as passé tout ce temps là-bas à lui monter la tête avec des mensonges sur nous autres. J'ai passé du temps avec elle parce que je le voulais. Tu as passé du temps avec elle parce que tu savais qu'elle avait de l'argent. Ma mère est apparue à l'embrasure de la porte. Hélène, pas maintenant. Quand, alors? La voix d'Hélène s'est élevée. Sophie a volé plus de 2,5 millions d'euros à cette famille. Aux petits-enfants de grand-mère, à ses arrière-petits-enfants. Nous aurions tous dû recevoir des parts égales. Le testament était clair, ai-je dit doucement. Le testament a été écrit par quelqu'un que tu as manipulé pendant qu'elle était mourante. C'est à ce moment-là que j'aurais dû leur dire. J'aurais dû expliquer que 2,6 millions d'euros, c'était moins que ce que j'avais gagné en une seule année. Que l'argent de grand-mère Rose était sur un compte que je n'avais même pas touché parce que je n'en avais pas besoin. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond de moi, je voulais voir jusqu'où ils iraient. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que dans les 2 ans qui ont suivi la mort de grand-mère, mon entreprise avait explosé. J'avais remporté un contrat de 11 millions d'euros avec le ministère des Armées et un autre de 7,4 millions avec le ministère des Affaires étrangères. Mon équipe était passée de 8 employés à 43. Nous étions passés d'un espace de co-travail à de vrais bureaux en centre-ville. J'avais été interviewé pour le classement Forbes, 30 Under 30, dans la catégorie technologie d'entreprise, mais j'avais refusé parce que je ne voulais pas de publicité. Mon revenu annuel était désormais à 7 chiffres. Les 2,6 millions d'euros de grand-mère restaient intacts sur un compte en fiducie, produisant des intérêts parce que je n'en avais vraiment pas besoin. Mais ma famille pensait toujours que je travaillais à mon poste en entreprise. Pensait toujours que je gagnais 69 000 euros par an. Me voyait toujours comme la sœur invisible qui avait eu de la chance avec un héritage. L'entreprise d'Hélène, Martin Technologies, se portait bien aussi. Elle avait décroché plusieurs clients importants et s'était étendue à 3 régions. Elle parlait constamment de la croissance lors des dîners de famille, les nouvelles embauches, l'agrandissement des bureaux, les objectifs de revenus. Ce dont elle ne parlait pas, c'était de l'investisseur anonyme qui avait sauvé son entreprise il y a 18 mois lorsque les flux de trésorerie l'avaient presque tué. L'injection de 2,9 millions d'euros qui était passée par une société de capital risque sans nom attaché. L'argent qu'il avait sauvé de la faillite lorsque 3 clients avaient fait défaut et qu'elle ne pouvait plus payer les salaires. J'avais fait cet investissement par l'intermédiaire de ma société de gestion de patrimoine. Structuré avec soin, de manière anonyme, sans aucun lien avec moi, juste un investissement intelligent dans une entreprise prometteuse qui se trouvait être dirigée par ma sœur. Je l'avais fait parce que, malgré tout, elle faisait toujours partie de la famille, et son entreprise était vraiment bonne. Mais je l'avais aussi fait parce que je voulais voir si le succès l'adoucirait, si la sécurité financière la rendrait moins cruelle. Ce n'avait pas été le cas.
Hélène a intenté le procès il y a 4 mois. L'accusation était simple, influence indue, abus de faiblesse, exploitation financière. Elle voulait que les 2,6 millions d'euros soient partagés équitablement entre les 6 petits-enfants, environ 430 000 euros chacun. Son avocat était cher, confiant, le genre d'avocat qui sent l'argent et salive. Mon avocat était meilleur. Maître Michel Perrin avait 61 ans, ressemblait au gentil grand-père de quelqu'un, et avait un taux de réussite qui rendait la partie adverse nerveuse. Il s'occupait des litiges de succession depuis 30 ans. Quand je suis entré dans son bureau avec le testament original de grand-mère, ses dossiers médicaux et un calendrier de toutes les visites des membres de la famille au cours de ces 18 derniers mois, il a souri. Ils n'ont pas de dossier solide, a-t-il dit. Mais ils feront du bruit quand même. Je sais. La question est, voulez-vous simplement gagner, ou voulez-vous une victoire écrasante? J'ai réfléchi à cela, à la cruauté d'Hélène, au dédain de ma mère, aux années passées à être invisible pendant qu'il célébrait chaque réussite de ma sœur. Écrasante, ai-je dit. Maître Perrin a hoché la tête. Alors nous aurons besoin d'un levier. La phase de communication des preuves aidera, mais y a-t-il autre chose? Quelque chose qu'ils auraient fait qui pourrait être pertinent? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et lui ai montré Martin Technologies dans mon portefeuille d'investissement. Ses sourcils se sont haussés. Vous êtes l'investisseur anonyme. 2,9 millions d'euros. J'ai sauvé son entreprise de la faillite. Elle n'en a aucune idée. Et si vous retiriez ce financement, a-t-il médité, son entreprise s'effondrerait en 90 jours. Elle l'a utilisé comme garantie pour des prêts d'expansion, des lignes de crédit opérationnel et des contrats de location. Le chiffre d'affaires n'a pas encore rattrapé son taux de croissance. Maître Perrin s'est adossé à son fauteuil. C'est un levier. La question est de savoir si vous êtes prête à l'utiliser. J'ai pensé à Hélène me traitant de voleuse, à mes parents hochant la tête en signe d'approbation. À la supposition que j'étais l'échec de la famille qui avait eu de la chance. Si elle pousse trop loin, ai-je dit doucement, je retirerai chaque euro. La juge Pascal Hiver avait 58 ans, le regard perçant, et la réputation de ne pas tolérer les absurdités. La salle d'audience était petite, juste pour le droit de la famille, pas le droit pénal, mais elle semblait immense. Alors que nous prenions nos sièges, Hélène s'est assise à la table du demandeur avec son avocat, maître Jean-Pierre Dubois. Il avait exactement l'air que son taux de facturation suggérait, une confiance valant 1500 € de l'heure et un costume cher. Je me suis assise à côté de maître Perrin, ma mallette usée sur la table, ressemblant exactement à ce qu'il pensait que j'étais, la sœur sans succès qui avait eu de la chance. Levez-vous, a entonné l'huissier. La juge Hiver est entrée, s'est installée derrière son banc et a examiné les deux parties. Affaire Martin contre Martin. Il s'agit d'une action en annulation de certaines dispositions du dernier testament et des dernières volontés de Rose Martin, alléguant une influence indue. Maître Dubois, vous pouvez commencer. Maître Jean-Pierre Dubois s'est levé avec aisance. Votre honneur, cette affaire est simple. La défenderesse, Sophie Martin, a systématiquement isolé la défunte de sa famille pendant ces derniers mois, a manipulé une femme âgée souffrant d'un déclin de ses fonctions cognitives, et a orchestré des changements à son testament qui ont détourné près de 2,6 millions d'euros de 6 petits-enfants pour se les attribuer exclusivement. Il a exposé les faits magnifiquement, le calendrier de mes visites, le changement du testament 3 mois avant la mort de grand-mère, la divergence spectaculaire dans les distributions, les dossiers médicaux montrant l'AVC de grand-mère. Nous démontrerons par des témoignages que Sophie Martin s'est engagée dans une campagne calculée d'abus de faiblesse et d'exploitation financière, a-t-il conclu. Et nous demandons à ce tribunal d'annuler les dispositions pertinentes et de rétablir une distribution égale telle qu'elle existait dans les versions antérieures du testament. La juge Hiver a regardé maître Perrin. Réponse. Maître Perrin s'est levé lentement, comme si cela lui coûtait. Votre honneur, le dossier de la demanderesse repose sur des spéculations et des sentiments blessés, pas sur des preuves. Rose Martin était saine d'esprit lorsqu'elle a pris ses dernières décisions. Elle a été examinée par 3 médecins distincts dans les mois précédant la modification du testament, qui ont tous documenté une fonction cognitive normale. Elle a rencontré son avocat en privé, sans la présence de la défenderesse, pour apporter ces modifications. Et elle a laissé une lettre expliquant son raisonnement, une lettre que nous allons présenter comme preuve. Il s'est rassis. Maître Jean-Pierre Dubois a appelé son premier témoin, Hélène.
Elle a pris la barre dans sa robe de créateur, confiante et posée. Elle a répondu parfaitement à chaque question, décrivant à quel point elle avait été proche de grand-mère, à quel point elle avait été choquée par le testament, à quel point il était inhabituel que Sophie passe autant de temps à lui rendre visite. Pouvez-vous décrire la relation de la défenderesse avec votre grand-mère avant sa maladie, a demandé Maître Dubois. Distante, a dit Hélène. Sophie venait à peine. Peut-être pour les anniversaires et les grandes fêtes. Mais dès que grand-mère a eu son AVC, soudainement Sophie était là constamment. Et cela vous a-t-il semblé inhabituel? Très. Cela semblait calculé. Objection, a dit Maître Perrin doucement. Spéculation. Accordé, a dit la juge Hiver. Madame Martin, veuillez vous en tenir aux faits. Hélène a hoché la tête. Sophie a commencé à venir plusieurs fois par semaine. Elle restait des heures, et grand-mère a commencé à changer, à s'éloigner du reste de nous. De quelle manière? Elle a cessé de me poser des questions sur mon entreprise, a cessé d'être fière de mes réalisations. Elle a commencé à faire des commentaires sur le fait que tout le monde n'a pas besoin d'être tape à accent grave l'œil et que le vrai succès est silencieux. J'avais l'impression que Sophie l'a monté contre nous. Maître Dubois a présenté comme preuve les registres des visiteurs de l'établissement de soins montrant mes visites fréquentes par rapport aux apparitions programmées d'Hélène le mardi, et des documents financiers montrant l'ampleur de mon héritage par rapport aux autres. Puis il a appelé ma mère. Marie Martin a pris la barre, l'air blessé. Elle a témoigné de sa proximité avec sa mère, de son choc face au testament, de la blessure ressentie par toute la famille. Sophie a-t-elle jamais discuté de questions financières avec Rose, a demandé Maître Dubois. Pas que j'ai entendu, mais elle était seule avec elle si souvent. Nous ne saurons jamais ce qui a été dit. Et à votre avis, votre mère était-elle capable de prendre des décisions financières aussi importantes dans ces derniers mois? Elle déclinait. L'AVC l'avait affectée. Elle n'était plus elle-même. Le contre-interrogatoire de Maître Perrin fut doux mais dévastateur. Madame Martin, à quelle fréquence avez-vous rendu visite à Rose au cours de ces 6 derniers mois? Chaque semaine. Parfois 2 fois par semaine. Et les dossiers médicaux montrent qu'elle a réussi ses évaluations cognitives au 3e, 4e et 5e mois après l'AVC. Étiez-vous présente pour ces évaluations? Une pause. Non. Avez-vous déjà demandé à rencontrer ces médecins? Non. Je faisais confiance à Hélène pour s'en occuper. Donc, vous avez délégué la surveillance médicale à votre fille pendant que Sophie se contentait de lui rendre visite? Oui. Pas d'autres questions. Maître Dubois a clos sa plaidoirie à 15 heures. La juge Hiver a décrété une pause de 15 minutes. Hélène était confiante dans le couloir. Je l'ai entendu dire à Marc, son mari, on a gagné. Son avocat a à peine riposté. J'ai vérifié mon téléphone. J'ai ouvert mon application de messagerie cryptée et j'ai tapé 3 mots à mon gestionnaire de patrimoine, exécuter le protocole de retrait. La réponse est venue instantanément, confirmée. Le préavis de 48 heures est initié maintenant. Retrait complet dans 72 heures. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Lorsque le tribunal a repris, Maître Perrin s'est levé. Votre honneur, la défense appelle Sophie Martin. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, j'ai prêté serment, je me suis assise et j'ai regardé Hélène de l'autre côté de la salle. Elle me regardait avec un mépris à peine dissimulé. Maître Perrin a souri doucement. Madame Martin, pouvez-vous décrire votre relation avec votre grand-mère? Nous étions proches. Elle m'a élevé à bien des égards. Mes parents travaillaient tous les deux à plusieurs emplois quand j'étais jeune. C'est grand-mère Rose qui m'a appris à coder, en fait. Elle était opératrice téléphonique dans les années 60 et était fascinée par la technologie. Et quand elle a eu son AVC, pourquoi avez-vous augmenté vos visites? Parce qu'elle était seule. Hélène venait le mardi, maman le mercredi, mais les 5 autres jours, elle était assise dans cet établissement sans famille. J'ai commencé à venir parce que personne d'autre ne le faisait. Avez-vous discuté de ses finances? Parfois. Elle me posait des questions sur mon travail. Je lui en ai parlé. Et quel est votre travail, Madame Martin? C'était le moment. Le moment où tout allait changer. Je suis la fondatrice et PDG de Système Sentinelle, une société de contrats de cybersécurité.
Nous sommes spécialisés dans les contrats avec l'État français. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 22,4 millions d'euros. Le silence s'est fait dans la salle d'audience. Le visage d'Hélène est devenu blanc. Pourriez-vous répéter cela, a dit Maître Dubois, en se levant. Maître Perrin s'est tourné. Le chiffre d'affaires annuel de la défenderesse l'année dernière était de 22,4 millions d'euros. Cette année, nous sommes en bonne voie pour atteindre 28,5 millions. Il a présenté comme preuve les documents de mon entreprise, mes contrats avec l'État, mes déclarations de revenus et le brouillon de l'article de Forbes que j'avais refusé de publier. Des lettres du ministère des Armées, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. La juge Yver s'est penchée en avant. Madame Martin, vous dites à ce tribunal que vous gagnez plus en un mois que l'héritage en question. Oui, votre honneur. Les 2,6 millions d'euros de ma grand-mère sont actuellement sur un compte en fiducie intact. Je n'en ai pas dépensé un euro. Et Madame Martin, a poursuivi Maître Perrin, avez-vous investi dans des entreprises au cours des 2 dernières années? Oui. J'ai investi 2,9 millions d'euros dans Martin Technologies, l'entreprise de ma sœur, de manière anonyme par l'intermédiaire d'une société de capital risque. Cela l'a sauvée de la faillite en 2023. Hélène a littéralement halté. Maître Perrin a présenté les documents d'investissement, les virements bancaires, la structure de l'entreprise montrant ma propriété par le biais de sociétés écrans, et les accords de prêt qu'Hélène avait signés en utilisant mon investissement comme garantie. Votre honneur, a dit Maître Perrin calmement, ma cliente n'a pas besoin de l'argent de sa grand-mère. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle a rendu visite à sa grand-mère par amour, a bâti une entreprise prospère par son propre travail, et a même secrètement investi des millions pour sauver l'entreprise défaillante de sa sœur. Le cas de la demanderesse ne concerne pas l'influence indue. Il s'agit de jalousie. Il s'est rassis. Maître Dubois avait l'air paniqué. Votre honneur, c'est très irrégulier. Ça s'appelle des preuves, maître, a dit sèchement la juge Yver. Avez-vous une réfutation? Maître Dubois a rappelé Hélène pour un nouvel interrogatoire. Elle a pris la barre, l'air secoué. Vous n'étiez pas au courant de l'entreprise de Sophie, a-t-il demandé. Non, elle ne nous l'a jamais dit. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Objection, a dit Maître Perrin. Spéculation. Accordé. Maître Dubois a essayé différents angles. Chacun s'est effondré. Finalement, il a dit, pas d'autres questions. La juge Yver m'a regardé. Madame Martin, pourquoi n'avez-vous pas parlé de votre succès à votre famille? J'ai croisé son regard. Parce que je voulais voir qui ils seraient quand ils penseraient que je n'avais rien à leur offrir. Et j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir. La juge Yver n'a même pas pris de pause pour délibérer. J'en ai assez entendu, a-t-elle dit. Le cas de la demanderesse est sans fondement. Rose Martin était saine d'esprit, a pris ses décisions avec un conseiller juridique, et avait tout à fait le droit de distribuer ses biens comme elle l'entendait. Les preuves montrent clairement que la défenderesse a bâti une carrière réussie de manière indépendante et n'avait pas besoin d'héritage. Elle a regardé Hélène. Madame Martin, votre procès semble être motivé par l'amertume plutôt que par un grief juridique légitime. Vous avez allégué un abus de faiblesse sans preuve. Vous avez prétendu que votre sœur n'avait pas de succès alors qu'elle en a en réalité extraordinairement, et vous l'avez poursuivie en justice alors qu'elle était secrètement votre plus grand investisseur. Elle s'est tournée vers Maître Dubois. Maître Dubois, vous avez manqué à votre devoir de diligence raisonnable. Une simple vérification des antécédents aurait révélé le succès commercial de la sœur de votre cliente. Cette affaire n'aurait jamais dû être déposée. Son marteau a frappé le banc. Affaire classée. La demanderesse paiera les frais de justice de la défenderesse. Et j'accorde une sanction supplémentaire de 46 000 € pour avoir intenté un procès frivole motivé par un drame familial plutôt que par un fondement juridique. Le marteau est tombé à nouveau. Je me suis levé lentement et j'ai rassemblé ma mallette. Maître Perrin m'a serré l'épaule. Bien joué. Dans le couloir, Hélène pleurait. Ma mère avait l'air choquée. Mon père était figé. Hélène a retrouvé sa voix la première. Tu m'as laissé te poursuivre en justice. Tu aurais pu nous le dire. Je vous l'ai dit, ai-je répondu doucement. Je vous ai dit que je n'avais pas manipulé grand-mère.
Je vous ai dit que le testament était légitime. Vous avez choisi de ne pas me croire. Mais l'investissement. Mon entreprise. Tu ne peux pas, j'ai vérifié mon téléphone. L'avis de retrait avait été déposé pendant la pause. Dans 72 heures, 2,9 millions d'euros seront retirés de Martin Technologies. Vos lignes de crédit opérationnel seront en défaut. Vos prêts d'expansion seront rappelés. Vos contrats de location exigeront une nouvelle garantie. Son visage est passé du rouge au blanc. Sophie, s'il te plaît. Tu m'as traité de voleuse, ai-je dit. Au tribunal. Devant un juge. Après que j'ai sauvé ton entreprise. Après que j'ai gardé mon succès secret pour que tu puisses briller. Après des années à être invisible pendant que tu étais célébré. Je suis passé devant elle en direction de la sortie. Sophie a appelé ma mère. Nous sommes de la même famille. Je me suis retourné. Oui, nous le sommes. C'est pourquoi j'ai investi près de 3 millions d'euros pour sauver l'entreprise d'Hélène, même si vous ne m'avez jamais posé une seule question sur la mienne. C'est pourquoi j'ai rendu visite à grand-mère tous les jours alors que vous veniez une fois par semaine. C'est pourquoi je suis restée silencieuse pendant que vous me traitiez d'échec. J'ai poussé la porte. Le soleil de fin d'après-midi était vif. Mais la famille, ça va dans les deux sens, ai-je dit. Et vous m'avez appris que je ne pouvais faire confiance à aucun de vous avec la vérité. Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin le lendemain. Hélène, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Marc, son mari, Sophie, son entreprise va s'effondrer. Elle a des employés. Des familles dépendent de ça. Je n'ai pas répondu. Ma mère, tu punis ta sœur parce qu'elle est blessée. Ça ne te ressemble pas. J'ai répondu à celui-là. Maman, elle m'a poursuivi pour près de 2,6 millions d'euros. Elle m'a traité de voleuse et m'a accusé d'abus de faiblesse, et toute la famille l'a soutenue. Ce n'est pas une punition, ce sont des conséquences. Tu es cruel. Non, ai-je dit. Je suis silencieuse, comme toujours. C'est juste que vous le remarquez maintenant. J'ai raccroché. Le retrait a été traité en 72 heures. 2,9 millions d'euros ont été retirés des comptes de Martin Technologies. Sa banque l'a appelé en quelques heures, les prêts garantis par cet investissement étaient maintenant sous garantie. Il voulait de nouvelles garanties ou un remboursement immédiat. Son propriétaire a appelé, le bail commercial exigeait un certain seuil d'actifs qu'elle n'atteignait plus. Son plus gros client a appelé, ils avaient entendu parler du retrait par des contacts de l'industrie et voulaient renégocier les termes. Son entreprise ne s'est pas effondrée immédiatement, mais elle a commencé à saigner. Des employés sont partis. Les clients sont devenus nerveux. L'expansion qu'elle avait prévue s'est arrêtée net. En 30 jours, Martin Technologies a licencié 15 personnes. En 60 jours, ils avaient fermé 2 de leurs 3 sites. Hélène m'a appelé une fois de plus. J'ai répondu. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai eu tort sur toute la ligne. J'étais jalouse. J'étais cruelle. Tu as été honnête, ai-je dit. Tu m'as montré exactement qui tu es quand tu penses que quelqu'un est inférieur à toi. Merci pour cette clarté. Que puis-je faire pour arranger ça? Construis ton entreprise toi-même, comme je l'ai fait. Sans mon argent. Sans le filet de sécurité que tu ne savais pas avoir. Prouve que tu peux réussir parce que tu es vraiment doué dans ce que tu fais, pas parce que ta sœur invisible te maintient secrètement à flot. Et si je n'y arrive pas? Alors tu apprendras ce que c'est que l'échec. Comme j'étais censé le ressentir quand vous m'avez tous méprisé, quand vous m'avez traité de voleuse, quand vous m'avez poursuivi pour de l'argent dont je n'avais même pas besoin. Il y eut un long silence. Je suis ta sœur, a chuchoté Hélène. Oui, ai-je dit. Et peut-être qu'un jour cela signifiera à nouveau quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu auras exactement le succès que ton travail mérite. Pas d'investisseur secret, pas de filet de sécurité familiale. Juste toi. J'ai raccroché. Je suis assise dans mon bureau, le vrai, dans l'immeuble du centre-ville avec 43 employés et un portefeuille de contrats avec l'État d'une valeur de 62 millions d'euros. Mon assistante vient de m'apporter un café.
Mon directeur technique présente notre proposition pour un nouveau projet du ministère de l'Intérieur d'une valeur de 13,8 millions d'euros. Mon téléphone vibre. Un texto d'Hélène. Nous avons décroché le contrat Moreau. 370 000 euros. J'ai monté la proposition moi-même. Je pensais que tu devais le savoir. Je souris. Je réponds par texto, fier de toi. Parce que je le suis. Elle reconstruit au plus petit, plus humble, mais elle construit vraiment. Ma mère m'envoie parfois des textos pour me demander comment je vais. Je réponds poliment. Nous prenons un café une fois par mois maintenant. Elle me pose des questions sur mon entreprise. Elle écoute vraiment quand je lui explique. Mon père m'a envoyé un courriel la semaine dernière. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas vu. Vraiment vu. Je suis désolé qu'il ait fallu un procès pour m'ouvrir les yeux. Je n'ai pas encore répondu. Je le ferai peut-être, un jour. Mais voici ce que j'ai appris, l'invisibilité n'est douloureuse que lorsque vous pensez que vous avez besoin d'être vu. Une fois que vous réalisez que ce n'est pas le cas, que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance de votre famille, cela devient un pouvoir. Ils pensaient que je n'étais rien. J'ai bâti un empire. Ils pensaient que j'avais besoin de leur approbation. J'ai bâti sans elle. Ils pensaient qu'ils pouvaient me prendre quelque chose. Je leur ai montré que c'est moi qui avais toujours donné. Maintenant, ils savent exactement qui je suis. La sœur invisible, la silencieuse, celle qui a bâti une entreprise de 28,5 millions d'euros pendant qu'ils se disputaient un héritage de 2,6 millions. Celle qui a sauvé l'entreprise de sa sœur, retiré son soutien lorsqu'elle a été trahie, et est partie sans se retourner. Je n'ai plus besoin de leur validation. Je n'en ai jamais eu besoin. J'avais juste